Oubliez les missiles et les porte-avions. La guerre moderne ne se joue plus sur les champs de bataille. Elle se joue dans les salles de conférence et les entrepôts de minerais. Et en ce mois de janvier 2026, la Chine vient de déclencher une frappe économique d'une précision chirurgicale contre le Japon. Pas de bombardement, pas de blocus naval. Juste quelques lignes dans un communiqué du ministère chinois du Commerce. Une interdiction d'exporter des biens à double usage vers le Japon. Des mots bureaucratiques. Mais derrière cette langue de bois se cache une arme redoutable, les terres rares. Ces 17 éléments dont personne ne parle mais sans lesquels votre smartphone, votre voiture électrique et les missiles japonais ne peuvent tout simplement pas exister. Pékin vient d'actionner le levier qu'elle gardait en réserve depuis des années. Et Tokyo découvre avec terreur qu'elle est complètement à la merci de son pire ennemi. Pour comprendre cette escalade, il faut remonter au 7 novembre 2025. Ce jour-là, au Parlement japonais, la nouvelle première ministre Sanae Takeshi prononce une phrase qui va mettre le feu aux poudres. Interrogée sur un hypothétique blocus chinois de Taïwan, elle déclare que cela pourrait constituer une menace existentielle pour le Japon, autorisant les forces d'autodéfense japonaises à intervenir militairement. 17 mots. Mais ces 17 mots sont une bombe diplomatique. Parce que Sanae Takeshi vient de franchir une ligne rouge que tous ses prédécesseurs avaient soigneusement évité de toucher. Depuis des décennies, les dirigeants japonais parlaient de défense collective dans des termes vagues, hypothétiques. Jamais ils ne mentionnaient explicitement Taïwan. Jamais ils ne suggéraient aussi clairement que le Japon pourrait entrer en guerre pour défendre l'île. Mais Takeshi, héritière politique du nationaliste Shinzo Abe, n'a pas cette retenue. Elle assume. Et Pékin explose. La réaction chinoise est immédiate et brutale. Le ministère chinois des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur japonais. La porte-parole Mao Ning qualifie les propos de Takeshi de violation de la souveraineté chinoise et d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Elle exige un retrait public de ces déclarations. Takeshi refuse. Le 12 novembre, elle enfonce le clou au Parlement. Ses remarques sont conformes à la position officielle du Japon et ne seront pas retirées. C'est l'escalade. Un diplomate chinois publie sur X un message menaçant de décapiter Takeshi. Message qui sera supprimé mais qui illustre la fureur de Pékin. Les médias d'État chinois lancent une campagne de dénigrement d'une violence inédite. Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du Global Times, traite Takeshi de sorcière maléfique sur les réseaux sociaux. Le People's Daily publie un éditorial la qualifiant de délire politique isolationniste. La Chine appelle ses ressortissants à ne plus voyager au Japon. L'APL multiplie les exercices militaires autour de Taïwan et verrouille ses radars sur des avions japonais. C'est le retour de la diplomatie du loup guerrier que Pékin semblait avoir abandonné. Et puis vient le coup fatal. Le 7 janvier 2026, le ministère chinois du Commerce annonce le durcissement des contrôles à l'exportation de biens à double usage vers le Japon, avec entrée en vigueur immédiate. Le communiqué ne précise pas quels biens sont concernés. Mais tout le monde comprend. Les terres rares. Ces minéraux aux noms imprononçables, néodyme, dysprosium, terbium, yttrium, samarium. Des éléments que 99% de la population ne connaît pas mais qui sont absolument vitaux pour toute l'économie moderne. Pourquoi ? Parce que sans terres rares, vous ne pouvez rien fabriquer de high-tech. Les aimants permanents des moteurs électriques, terres rares. Les écrans de smartphone, terres rares. Les éoliennes, terres rares. Les systèmes de guidage de missiles, terres rares. Les radars militaires, terres rares. Les appareils médicaux d'imagerie, terres rares. Tout ce qui fait tourner une économie moderne du XXIe siècle dépend de ces métaux. Et voici le problème mortel pour le Japon. La Chine contrôle 69% de l'extraction mondiale de terres rares, 91% de leur raffinage et 94% de la production d'aimants permanents. Pour les terres rares lourdes, les plus stratégiques, c'est encore pire, 99,9% sont traités en Chine. Pékin a un quasi-monopole absolu. Pire encore, même les pays qui essaient de développer leur propre production dépendent des technologies et des équipements chinois pour le raffinage. La Chine ne domine pas seulement le marché. Elle est le marché. Pour le Japon, les chiffres sont glaçants. 60% de sa consommation de terres rares provient directement de Chine. Tokyo a déjà réussi à réduire cette dépendance depuis le pic de 90% en 2010, année où Pékin avait brutalement coupé les exportations suite à un incident maritime dans les îles Senkaku. Mais même à 60%, le Japon reste terriblement vulnérable. Et Pékin le sait. Ce n'est pas la première fois que la Chine utilise les terres rares comme arme géopolitique. En 2010,
Suite à la collision d'un chalutier chinois avec des garde-côtes japonais près des îles Senkaku, Pékin avait imposé un embargo de 2 mois sur les exportations de terres rares vers le Japon. Les prix avaient explosé. L'industrie japonaise avait paniqué. Le monde entier avait réalisé avec terreur qu'un seul pays contrôlait l'approvisionnement de matériaux absolument critiques. En 2019, pendant la guerre commerciale avec Trump, la Chine avait menacé de couper l'approvisionnement des États-Unis. En décembre 2024, Pékin avait interdit l'exportation vers les USA de gallium, germanium et antimoine, des métaux critiques pour les semi-conducteurs. Chaque fois, c'est la même stratégie. Utiliser le monopole chinois sur les minéraux critiques pour faire plier les adversaires sans tirer un seul coup de feu. Mais cette fois, l'arme est encore plus sophistiquée. Pékin ne déclare pas d'embargo total. Elle impose simplement des contrôles renforcés sur les exportations de biens à double usage. La formulation est volontairement floue. Qu'est-ce qu'un bien à double usage? Officiellement, c'est un produit qui peut servir à la fois à des fins civiles et militaires. Mais dans les faits, presque toutes les terres rares peuvent entrer dans cette catégorie. Le dysprosium sert dans les éoliennes mais aussi dans les systèmes de visée militaire. L'yttrium est utilisé dans les radars. Le terbium stabilise les aimants haute performance pour moteurs électriques et missiles. En laissant le communiqué vague, la Chine crée une incertitude maximale. Les industriels japonais ne savent pas exactement ce qui sera bloqué, quand et à quelle échelle. Cette ambiguïté est volontaire. Elle permet à Pékin de calibrer la pression. Si Takeshi plie, les exports peuvent reprendre discrètement. Si elle maintient sa ligne dure sur Taïwan, les robinets se ferment davantage. C'est du chantage géopolitique de haute précision. Pour l'industrie japonaise, c'est un cauchemar. Le Japon est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'électronique, d'automobiles et d'équipements de précision. Toyota, Honda, Nissan, Sony, Panasonic, Mitsubishi. Des géants qui dépendent tous massivement des terres rares pour leurs produits. Les moteurs de voitures électriques utilisent des aimants au néodyme. Les batteries lithium-ion contiennent du graphite, dont la Chine contrôle 98% de la production mondiale pour les anodes performantes. Les écrans OLED utilisent de l'yttrium. Si les approvisionnements sont coupés, c'est toute la chaîne de production qui s'effondre. Les industriels japonais ont des stocks, bien sûr. Mais les experts estiment qu'ils seront épuisés d'ici 3 à 6 mois maximum. Une enquête de la Chambre de commerce américaine en Chine menée en mai dernier avait révélé que 75% des entreprises américaines s'attendaient à voir leurs réserves de terres rares s'épuiser en quelques mois seulement. La situation est probablement similaire pour le Japon. Ford a déjà annoncé en mai 2025 avoir dû réduire la production de SUV dans son usine de Chicago à cause de pénuries de terres rares. Des équipementiers comme Aptiv et BorgWarner développent en urgence des moteurs contenant peu ou pas de terres rares pour échapper à la dépendance chinoise. Mais ces alternatives prennent des années à développer et à industrialiser. À court terme, il n'y a pas de solution miracle. Et le problème ne touche pas que l'industrie civile. Le secteur de la défense japonais est tout aussi exposé. Les systèmes d'armes modernes dépendent massivement des terres rares. Les missiles de défense antimissiles Patriot utilisent du samarium. Les radars embarqués sur les avions de chasse F-35 contiennent de l'yttrium. Les drones militaires nécessitent des aimants au néodyme pour leurs moteurs. Si la Chine coupe vraiment les approvisionnements en terres rares à usage militaire, le Japon se retrouve avec une armée partiellement paralysée. Le secrétaire général du Bureau des Affaires asiatiques du ministère japonais des Affaires étrangères, Masaki Kane, a convoqué en urgence le diplomate chinois Shi Yong pour protester avec force et exiger le retrait des mesures. Il a qualifié ces restrictions d'absolument inacceptables et profondément regrettables et d'écart considérable aux pratiques internationales. Mais Pékin s'en fiche. La Chine répond que ces mesures sont pleinement légitimes, justifiées et légales pour défendre sa sécurité nationale et ses obligations de non-prolifération. Face à cette menace existentielle, le Japon lance une opération de la dernière chance. Le 13 janvier 2026, le navire de forage Shikyu quitte le port de Shizuoka, avec le mont Fuji en toile de fond, pour une mission qui relève autant de la science-fiction que du désespoir stratégique. Destination, l'atoll isolé de Minamitori, à près de 1900 km au sud-est de Tokyo, en plein océan Pacifique. Objectif, extraire des boues riches en terres rares à 6000 mètres de profondeur. 6 km sous l'eau. Pour vous donner une idée, c'est plus profond que la hauteur du Mont Blanc. C'est une expédition d'1 mois pour tenter ce qui n'a jamais été fait, l'extraction industrielle de terres rares depuis les fonds océaniques. Le gouvernement japonais a déjà investi 40 milliards de yens, environ 250 millions de dollars, dans ce projet depuis 2018.
Les scientifiques japonais ont identifié d'énormes gisements de boue contenant du dysprosium, du terbium, de l'yttrium et d'autres terres rares critiques dans les eaux territoriales autour de Minamitori. Selon certaines estimations, ces gisements pourraient contenir des centaines d'années de consommation japonaise. C'est potentiellement le jackpot. Le seul problème? Personne au monde n'a jamais réussi à extraire économiquement des minerais à cette profondeur. Les défis techniques sont colossaux. La pression à 6000 mètres est écrasante. Les équipements doivent fonctionner dans l'obscurité totale, à des températures proches de zéro. Il faut pomper des millions de tonnes de sédiments chaque année pour satisfaire la demande japonaise estimée à 18 000 tonnes de terres rares. Une étude de l'université de Yamaguchi avait calculé en 2013 qu'il faudrait environ 16 ans juste pour amortir les investissements en équipement, rendant l'opération difficilement rentable face aux importations chinoises. Mais le projet a une dimension symbolique et stratégique qui dépasse la rentabilité économique. Shuaichi Ishii, le chef du projet, a révélé quelque chose de glaçant. Lors des relevés préparatoires en juin 2025, une flotte de navires de la marine chinoise a navigué à proximité de la zone. Des manœuvres perçues par Tokyo comme des actions d'intimidation. Le message de Pékin était clair. Nous savons ce que vous faites. Nous vous surveillons. Et nous n'allons pas vous laisser échapper à notre contrôle. Car voici le piège ultime dans lequel le Japon est enfermé. Même si Tokyo parvient miraculeusement à extraire des terres rares de ses fonds marins, le pays devra encore les raffiner. Et devinez où se trouve la quasi-totalité des capacités mondiales de raffinage des terres rares? En Chine. 91% pour les terres rares légères. 99,9% pour les terres rares lourdes. Tous les projets de raffinage qui se développent ailleurs dans le monde utilisent, dans diverses mesures, des technologies et des équipements chinois. Autrement dit, même si le Japon devient autosuffisant en minerais bruts, il devra encore envoyer ses minerais en Chine pour les transformer en métaux utilisables. À moins de construire de toute urgence sa propre industrie de raffinage. Mais cela prend des années, coûte des milliards et nécessite un savoir-faire que seule la Chine possède vraiment. En France, la start-up Carester construit une raffinerie de terres rares lourdes à Lac qui doit démarrer fin 2026 et promet de se passer de technologie chinoise. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau face aux besoins mondiaux. Le Japon cherche désespérément des alternatives. Il a établi des partenariats avec l'Australie, notamment avec l'entreprise Lina qui possède la mine de Mount Welt et a ouvert une première raffinerie à Kalgoorlie en 2024. Tokyo investit dans des programmes de recyclage des terres rares à partir d'appareils électroniques usagés. Il finance la recherche sur des matériaux de substitution qui pourraient réduire la dépendance aux terres rares. Mais tout cela prend du temps. Et le temps, c'est exactement ce que la Chine ne lui donne pas. Takahide Kyushi, économiste au Nomura Research Institute, résume brutalement la situation. La solution fondamentale réside dans la capacité à produire localement. Mais produire localement signifie non seulement extraire le minerai, mais aussi le raffiner, le transformer et fabriquer les composants finaux. C'est une chaîne industrielle complète qu'il faut reconstruire de zéro. Et pendant ce temps, l'économie japonaise souffre. Les conséquences dépassent largement le secteur des terres rares. Depuis que Takeshi a fait ses déclarations sur Taïwan, la Chine multiplie les mesures de rétorsion économique. Pékin a appelé ses ressortissants à ne plus voyager au Japon. Le tourisme chinois, qui représentait des milliards de dollars de revenus pour l'archipel, s'effondre. Les échanges commerciaux se contractent. Les investissements chinois au Japon sont gelés. Pour un pays dont l'économie dépend massivement de ses exportations et du commerce international, c'est un coup terrible. Les analystes politiques japonais prédisent que les retombées sur l'économie, soutenues par la demande touristique depuis la pandémie, apparaîtront clairement au premier semestre 2026. Les taux d'approbation de Takeshi, actuellement autour de 70%, pourraient s'effondrer si la crise économique s'aggrave. Le professeur Ken Jimbo de l'université Keio met en garde. Cette confrontation verbale peut être un couteau à double tranchant pour le Japon. D'un côté, afficher clairement la position japonaise sur Taïwan renforce la dissuasion et montre la cohésion de l'alliance avec les États-Unis. Mais de l'autre, cela limite la marge de manœuvre diplomatique de Tokyo et permet à Pékin de calibrer précisément ses provocations juste en dessous du seuil qui déclencherait une réponse militaire japonaise. Au fond, ce qui se joue entre la Chine et le Japon en ce début 2026, c'est une leçon brutale sur la nature du pouvoir au XXIe siècle. La puissance ne se mesure plus seulement au nombre de porte-avions ou de missiles nucléaires. Elle se mesure au contrôle des ressources critiques dont dépend toute l'économie moderne. Pendant des décennies, l'Occident et le Japon ont laissé la Chine construire patiemment un monopole sur les terres rares. Pourquoi?
Parce que l'extraction et le raffinage de ces minéraux sont sales, polluants, coûteux. Pékin a accepté de payer ce prix environnemental et humain que personne d'autre ne voulait assumer. Résultat, en 2026, la Chine tient le robinet. Et elle peut le fermer quand elle veut. C'est la même logique que pour les semi-conducteurs avec Taïwan, que pour le pétrole avec l'Arabie Saoudite, que pour le gaz avec la Russie. Celui qui contrôle les ressources dont les autres dépendent peut les étrangler sans tirer un seul coup de feu. La guerre économique moderne est silencieuse, bureaucratique, mais tout aussi efficace qu'un blocus naval. Le Japon découvre aujourd'hui ce que signifie vraiment la dépendance stratégique. Takeshi peut bien avoir raison sur le fond concernant Taïwan. Le Japon a probablement raison de s'inquiéter d'une éventuelle invasion chinoise de l'île qui se trouve à 100 km de son territoire. Mais avoir raison ne suffit pas quand vous ne pouvez pas fabriquer de voitures, de smartphones ou de missiles sans l'autorisation de votre adversaire. La mission du navire Shikyu au fond de l'océan Pacifique est autant un symbole de détermination qu'un aveu d'impuissance. Le Japon est prêt à forer à 6000 mètres de profondeur, dans des conditions impossibles, avec une rentabilité douteuse, juste pour échapper au contrôle chinois. Cela montre à quel point la situation est désespérée. Et cela montre aussi que le vrai champ de bataille du XXIe siècle ne sera pas dans le détroit de Taïwan. Il sera au fond des océans, dans les mines de terres rares et dans les usines de raffinage. Pékin l'a compris depuis longtemps. Tokyo est en train de l'apprendre à ses dépens. Si vous avez aimé l'analyse d'aujourd'hui, notre équipe serait honorée que vous laissiez un pouce bleu et un commentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo de Curieuse Humanité.